pro, allez-y avec Align. Alors oui, le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, pas besoin de présentation. Hein? On le voit tous les jours depuis maintenant près de 3 mois. Docteur Arruda, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, tout d'abord, 3 mois de crise et plus de pandémie au Québec, le déconfinement qui commence. Vous venez d'annoncer de nouvelles mesures qui touchent beaucoup de monde. Il vous inquiète actuellement ce déconfinement, docteur Arruda? Je dirais que je suis préoccupé, c'est clair. Vous savez, confiné, c'est facile. On dit aux gens de rentrer à l'intérieur et à ce moment-là, on observe qu'il n'y a plus personne dans les rues, etc. Déconfiné, c'est j'appellerais une libération, mais avec conditions. Respecter le 2 mètres dans certaines situations, se laver les mains, maintenir encore, diminuer les rassemblements là, à ce qui est permis, bien entendu, mais pas revenir exactement comme avant. C'est clair que plus on déconfine, plus ça nous préoccupe, mais en même temps, les indices sont encore là bons. On a déconfiné beaucoup depuis 2 semaines et là, on va voir les effets de ça. Mais c'est pour ça que j'invite la population à demeurer prudente. C'est ça, parce qu'on sent que les gens, on se promène dans la rue, on sent que les gens là, reprennent leur vie normale et on oublie, hein, lorsque c'est moins strict, on oublie. Andrew Cuomo, à New York, disait qu'il y avait eu 25 000 plaintes pour infraction. Avez-vous eu des plaintes, vous, à la direction de la santé publique, de personnes, justement, qui ne respectent plus les règles? Bien, je reçois, moi, des courriels même de personnes qui disent « Attention, attention, le 2 mètres n'est pas respecté, telle situation qui me préoccupe. » Oui, il y a des gens qui nous font des plaintes. C'est pour ça que j'invite quand même la population québécoise à respecter ce qu'on dit, parce que si, là, on respecte pas, puis que la situation se dégénère, bien, on va être obligé de revenir en arrière. Puis je sais que c'est pas facile. Avec l'été, là, avec ce qui se passe dehors, le fait que le virus, on le voit pas, on a l'impression qu'il a disparu. C'est vrai qu'il y a moins de cas, heureusement, il y a moins de morts. La situation dans la CHSLD, qui a été une vraie horreur, est vraiment en train de terminer bientôt. Mais le virus est là et puis peut revenir n'importe quand. Mais le fameux masque, docteur Arruda, vous avez un peu dansé avec le masque et on a eu de la difficulté à vous suivre à un moment donné. Au départ, le masque, bon, il n'y en avait pas assez, on comprenait ça, mais vous disiez que c'était pas essentiel, c'était pas la mesure la plus efficace. Et là, pourquoi hésiter à le rendre obligatoire? Parce que, écoutez, premièrement, là, le masque, il faut comprendre qu'au tout début, là, j'ai jamais été contre le masque, mais je trouvais que le masque, si on veut qu'il fonctionne, il doit être bien porté. Puis le plus important, c'était de comprendre la distanciation sociale et le lavage des mains. Là, le masque, on le recommande très fortement, notamment le couvre-visage. On va regarder ce qui se passe, que nos autorités canadiennes, qu'est-ce qu'ils vont recommander aux États-Unis, etc. Le rendre obligatoire, ça a certaines conséquences. S'il faut se rendre là, on va le faire. Mais le rendre obligatoire, il va falloir aussi qu'on rende obligatoire très clairement le type de masque qu'on va vouloir rendre obligatoire, parce que dans les couvre-visages, il y a toute une sorte de variation. Donc, il faudra avoir certains critères et certains standards qu'on est en train de regarder. Et puis, habituellement, au Québec, on n'est pas ceux qui rendons les choses nécessairement obligatoires. La vaccination n'est pas obligatoire chez nous, puis on a des bonnes couvertures vaccinales. On va voir comment la population va répondre. Puis s'il faut agir différemment, de façon coercitive, on le fera. Puis après ça va prendre de la police des masques, puis etc., puis tout ce que ça peut entraîner. Mais donc, je vous invite à prendre tout de suite l'habitude de porter des masques, des couvre-visages, pour si on ne veut pas en arriver à obliger certaines personnes. Parce que vous êtes apparu avec M. Legault et avec Mme Mécan, je pense, la première fois en public à vos conférences de presse avec un masque le 12 mai. C'était pas un peu tard, ça? Le signal n'a pas été envoyé un petit peu tard à la population? Écoutez, là, il y a toutes sortes de positions. Vous avez des médecins qui le revendiquent absolument obligatoire. Nous, on est en arrimage avec les recommandations qui sont faites un peu partout dans le monde. Là, je ne parle pas des pays asiatiques qui ont cette culture-là depuis longtemps. Moi, de toute façon, je ne pense pas que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de masque. Le confinement qu'on a fait dans la communauté a été très important. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, le succès du confinement par rapport à la communauté. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans les CHSLD avec les travailleurs de la santé qui sont revenus et qui ont contaminé, mais si on parle dans la transmission, on ne s'est pas retrouvé dans une situation où nos hôpitaux ont été en décharge importante, plus de place pour des patients en soins intensifs. Ça démontre que la démarche la plus importante, c'est le déconfinement. On ne pouvait pas laisser des gens avec des masques puis non lavage de main
y aller comme ça. On peut toujours dire que c'était trop tôt. Puis l'autre élément, c'est que l'ensemble des mesures doit être appliqué si on veut que ça marche. Il n'y a pas une chose qui fonctionne seulement. Oui. Mais nous, je l'ai, le couvre-visage est avec moi. Je l'utilise tout le temps quand je sors à l'extérieur. Je recommande fortement à ce qu'on le fasse. Lorsque on regarde la situation du Québec, la situation de Montréal dans le monde, actuellement, c'est une catastrophe. On se situe parmi les 5 pires villes au monde pour le nombre de décès par million d'habitants. Si le Québec était un pays, on serait juste en dessous de la Belgique et de la Grande-Bretagne. M. Legault avait bien beau nous dire, jour après jour, ça va bien aller, mais ça n'a pas été très, très bien pour le Québec. Comment se fait-il que ça a dérapé comme ça? Bien, écoutez, je pense qu'il faut faire deux. Il y a eu 2 épidémies au Québec, si vous me permettez. Puis une qui était très importante, c'est celle des CHSLD, avec le problème de manque de personnel, de manque d'équipement au début. Là, ça a été, là, parce que c'est vraiment là où on a véritablement eu, je vous dirais, épidémie qui était une catastrophe. Ça, je tiens à le dire. Par contre, si vous me permettez, quand on compare nos chiffres, c'est pas partout dans le monde qu'on collecte les décès, par exemple, de personnes âgées qui sont décédées à la maison ou autres, qui sont comptabilisées. Je veux pas dire qu'on n'a pas eu de problème au Québec, loin de là. Mais vous allez voir, il y a plusieurs publications, c'est quand les gens vont regarder leur surmortalité pendant la période du COVID-19 dans certains groupes d'âge qui vont être capables d'aller véritablement voir quel a été l'impact. Nous, on peut se dire qu'on a un système très sensible, puis on veut le garder sensible. Je ne veux pas dire ça pour dire que c'est acceptable ce qui s'est passé, mais il faut faire attention aux comparaisons. On les fera aussi avec les taux de mortalité, parce qu'on sait que dans certains pays, il y a des cas qui ne sont pas comptabilisés comme nous. Il y en a qui ne comptabilisent que les cas confirmés par laboratoire. Nous, on comptabilise les gens qui ont un lien épidémiologique. Ouais, mais regardez ce qui s'est passé. Regardez quand même, Dr Arruda, ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. On a tout de suite le premier centre d'accueil, résidence pour personnes âgées. On l'a isolé. On a testé tout le monde. On a fait en sorte qu'il n'y ait plus de déplacement de personnel. Ça aussi, ça a été très mal pour le Québec. On s'est mis à se promener d'un centre d'accueil, d'un CHSLD à un autre. Alors, si la Colombie-Britannique a réussi à maîtriser l'épidémie et à avoir beaucoup, beaucoup moins de cas et beaucoup moins de décès qu'au Québec, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas été capable de faire ça dès le départ? Bien, 2 choses. On manquait de personnel, ce qui n'était pas nécessairement le même phénomène en Colombie-Britannique. L'autre élément, si vous me permettez, la Colombie-Britannique a été bombardée par la Chine au tout début, avant que la Chine ferme ses frontières. Puis par après, d'ailleurs, tous les États de l'ouest, de la côte ouest américaine et de la côte ouest canadienne n'ont pas eu le même genre d'exposition au virus à l'extérieur. Nous, on a eu des bombardements qui provenaient de la France, de l'Italie, la semaine de relâche, des communautés de New York qui sont venues à Montréal. Donc, il y a eu beaucoup plus d'introduction du virus parce que les frontières ont été fermées beaucoup plus tardivement. Puis notre semaine de relâche, elle a fait très, très mal. Mais c'est clair qu'il y a des leçons à tirer de ça. Là. Puis je ne suis pas en train de vous dire que la Colombie-Britannique n'a pas bien fait, mais la Colombie-Britannique était aussi dans un autre contexte, peut-être aussi dans un autre contexte de soins par rapport au phénomène chronique de manque de personnel dans les CHSLD. Je ne veux pas tourner le fer dans le plaie, mais je pense que si je ne vous posais pas la question, je ne ferais pas mon travail. Votre fameux voyage au Maroc fin février, début mars, il y en a plusieurs qui se sont demandé comment se fait-il que le directeur de la santé publique du Québec était en voyage alors que la pandémie était presque inévitable. Vous étiez, je pense même que lorsqu'on a déclaré le premier cas au Québec, vous étiez encore en voyage. Vous le regrettez, ce voyage-là, Dr Arruda? Non, je ne le regrette pas. Je vais vous dire, je suis quelqu'un qui a tendance à se sentir coupable très, très facilement. Et dans ce cas-ci, je suis parti à l'extérieur, mes autorités étaient au courant. La planification était en cours. J'étais en contact avec mes équipes à tous les jours. J'échangeais des courriels. J'ai même assisté à la conférence de presse du premier cas annoncé. Et si ma présence au Québec aurait changé quelque chose, je serais revenu. Mais les choses étaient en opération avec mes adjoints, etc. Mais en même temps, vous n'avez pas respecté vos propres consignes. C'est-à-dire qu'en revenant, vous avez pas été en quarantaine et vous demandiez aux gens qui revenaient de voyage à ce moment-là d'être en quarantaine. Et cette quarantaine-là, vous ne l'avez pas respectée. À partir du 12 mars, il n'y avait absolument aucun cas au Maroc au moment où j'ai quitté. S'il y avait eu des cas, et si j'étais revenu après le 12 mars, je me serais placé en quarantaine. Bon, maintenant, on entendait M. Legault en entrevue dire que lorsqu'il a pris la décision d'ouvrir les écoles à l'extérieur de Montréal, il a joué sa carrière. C'était une décision extrêmement difficile. Est-ce que c'est une décision qu'il a prise, Dr Arruda, à l'encontre de vos recommandations? Vous n'étiez pas prêt, vous, à ce moment-là, à ouvrir les écoles? Non.
Non, on était prêt à ouvrir les écoles à l'extérieur de Montréal, ça c'est clair. À l'intérieur de Montréal, c'était plus compliqué, mais on était prêt à l'extérieur de Montréal à cause du niveau de transmission qui était présent, à cause des données qui disaient que les enfants étaient moins à risque. Et donc, on appuyait cet élément-là. C'était, par contre, je vais vous dire dans le contexte, il ne faut pas l'oublier, là, on a tendance à penser que c'était facile. Il n'y avait pas beaucoup de provinces qui voulaient s'avancer là-dedans. La solution la plus simple, ça aurait été de dire non, on ne prend pas de risque. Les parents étaient très, très inquiets. Puis on a pu démontrer que ça pouvait se faire adéquatement. Et d'ailleurs, en Europe aussi, ça se fait. C'est pour ça aussi que maintenant, on va diminuer la distanciation au niveau scolaire. Docteur Arruda, en 30 secondes, cette deuxième vague, elle vous inquiète aussi et elle est inévitable, selon vous? Bien, écoutez, seul Dieu le sait, ou en tout cas, ou la Dame Nature. Personnellement, moi, je pense qu'une deuxième vague, les probabilités qu'elle soit présente est très élevée parce qu'il n'y a pas quand même eu, même s'il y a eu de la circulation, même si ça a été un drame dans les CHSLD, dans la communauté, il n'y a pas eu de transmission si intensive que ça. Là, actuellement, ce qu'on vit, c'est à la fois les mesures de contrôle qui ont donné leur effet, à la fois la saisonnalité qui explique la baisse, mais un déconfinement avec des règles non suivies pourrait nous ramener à refaire circuler le virus. Mais c'est clair aussi que quand la saison de l'été va disparaître, probablement que ce virus-là va revenir. En plus, mêlé avec les autres virus respiratoires, avec l'influenza, je peux vous dire que l'automne sera pas facile. Moi, je vais demeurer présent là, et il faut aussi avoir appris de notre première vague. On en sait plus sur le virus. On sait que maintenant, il était infectieux avant d'être symptomatique, chose qu'on ne savait pas avant, au tout début, ce qui nous a joué des mauvais tours. Mais là, maintenant, c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'attaque de façon très intensive à ça. Et j'invite la population à respecter les consignes. On vous souhaite un très bon été, M. Arruda, et un automne en espérant que tout reste sous contrôle et qu'on revienne à une vie, en tout cas, un semblant de normalité. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon été à tous. Puis n'oubliez pas de respecter les consignes, de laver les mains, distance de 2 mètres, école 1 mètre. Dans les salles de théâtre, ça va être 1,5 mètre. Parfait. Puis n'oubliez pas d'utiliser le couvre-visage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va faire une courte pause, mesdames, messieurs. Certains téléspectateurs d'ici Télé au pays se détachent et on se retrouve tout de suite après. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Bon, alors, ce que vous voyez, c'est qu'on se prépare en ce moment à une conférence de presse. Monsieur Legault sera en compagnie de ses ministres Lionel Calment, également Nadine Giraud et, je pense, Madame Sylvie Herbour, ministre responsable des Affaires autochtones. Sébastien, on ne parlera pas beaucoup de COVID à cette conférence de presse-là, mais davantage de racisme et de la façon dont le gouvernement Legault a l'intention d'attaquer le problème. Oui, et c'est Mme Damour, la ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour, qui sera sur place, en effet, avec M. Legault, parce qu'il y a un volet autochtone dans le racisme, certains diront systémique au Québec, dans le racisme tout court au Québec. Donc, M. Legault va annoncer la création d'un comité de travail qui aura comme mandat de présenter un plan d'action contre le racisme au Québec. Le comité sera coprésidé par Nadine Giraud, qui est la ministre des Relations internationales, et Lionel Calment, ministre délégué aux services sociaux, à la santé. Ils sont eux-mêmes issus des communautés culturelles. Ils seront appuyés par des députés, notamment Yann Lafrenière, un ancien policier, Christopher Skeet, lui-même des communautés culturelles, et également Mme Damour, la ministre des Affaires autochtones, avec donc l'intégration de ce volet autochtone. Avez-vous l'impression, Sébastien, qu'après que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ait utilisé et ait reconnu qu'il y avait à Montréal un racisme systémique dans la fonction publique, dans la façon dont on embauche et tout ça, que ça ajoute une pression supplémentaire pour que M. Legault, finalement, l'admette? Parce que jusqu'à maintenant, à toutes les fois qu'on lui a posé la question, il a refusé d'aller dans cette direction-là. Ça lui met une pression supplémentaire, en effet. Je serais très étonné, mais ça m'est arrivé de me tromper, que M. Legault
utilise le mot systémique pour parler du racisme aujourd'hui. Il y a une motion qui a été adoptée il y a 2-3 semaines à l'Assemblée nationale qui parlait de lutte au racisme et à la discrimination. Le mot systémique n'apparaissait pas dans la motion, justement pour que le gouvernement appuie cette motion de l'Assemblée nationale et que ça débouche donc d'abord sur ce comité de travail et ensuite sur le plan d'action qui devrait découler du comité de travail. Alors, Mme Damour, M. Calment, M. Legault et Mme Giraud sont à table. Alors, on va les écouter à l'instant et on vous retrouve tout à l'heure, Sébastien. Merci. À tantôt. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une grande couturière québécoise, Chantal Desmarais, de l'entreprise D majuscule. Ils sont à Laval et à Montréal. Je suis en compagnie de 3 ministres, donc Sylvie Damour, Lionel Carman et Nadine Giraud, et de 4 députés, Denis Lamotte, Isabelle Lecourt, Yann Lafrenière et Christopher Skeet. Je veux faire une annonce aujourd'hui sur un groupe d'action pour lutter contre le racisme, mais je vais me garder ça pour la fin. Je veux d'abord vous parler de 2 sujets. La pandémie, la situation actuelle, et puis, bon, ce qui s'est passé la semaine dernière avec la loi 61 sur les infrastructures. Commençons par la pandémie. Ça fait 3 mois qu'on mène une bataille contre le virus pour essayer de limiter la propagation du virus. Je dirais qu'après 3 mois, on peut dire qu'on a eu une défaite et une victoire. La défaite, évidemment, c'est dans nos centres de soins de longue durée, donc que ce soit les CHSLD, les RPA, les RI. On a eu 4700 décès. Juste donner un ordre de grandeur, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui vivent en résidence au Québec. On en a 218 000. Mais il reste que quand même, là, c'est inacceptable ce qui est arrivé dans nos résidences de soins de longue durée. Je ne veux pas aujourd'hui faire tout le bilan. Il y aura éventuellement des enquêtes, mais il reste que quand même, on a un devoir de corriger ce qu'on est capable de corriger. Puis le principal problème qu'on a vécu, c'est un manque de personnel. Rappelez-vous, au début, avant même que la crise arrive, il nous manquait 10 000 employés. Ensuite, il y a des personnes dans le personnel qui ont été infectées ou qui ont eu peur d'être infectées. Donc, il y a un autre 10 000 employés de plus qui ont quitté. Donc, il nous en manquait 20 000. On a fait appel, j'ai fait, entre autres, un appel à tous, puis via Je contribue, on a réussi à trouver 10 000 volontaires qui sont venus travailler, qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais je veux, puis je leur dirai merci toute ma vie, sont venus nous dépanner, 10 000 personnes. Mais il nous manque encore 10 000 personnes formées. C'est pour ça que je suis très content de vous dire, ce matin, cette semaine, parce qu'il y en a qui vont commencer demain ou dans les prochains jours, on va avoir 9 800 personnes qui vont commencer une formation de 3 mois jusqu'au 15 septembre. Et on a convenu, avec à peu près 2000 employés actuels, qu'on ne voulait pas perdre cet été, de faire les formations cet automne. Donc, il va y avoir une deuxième cohorte avec un 2000. Vous allez me dire 9 800 plus 2000, ça donne plus que 10 000. Bien, si on en a plus que 10 000, tant mieux. Mais ce n'est pas impossible qu'un certain nombre de personnes soit échouent le cours, soit qui sentent que ce n'est pas leur place de travailler dans un CHSLD. Donc, l'idée, c'est d'être bien sûr d'en avoir au moins 10 000 formés. Et l'autre chose aussi, pour assurer peut-être les résidences privées, il y a 1700 candidats, candidates qui n'ont pas été retenus, mais qui ont accepté qu'on transfère leur CV dans les résidences privées. Donc, ces personnes-là vont pouvoir aller aider aussi dans les résidences privées. Mais je veux revenir sur l'autre bataille, parce qu'on
La première bataille qu'on a perdue a un peu caché, beaucoup caché, avec raison, l'autre bataille qu'on a gagnée. Je disais, on a 200 000 personnes qui sont dans nos résidences. Ça veut dire que sur 8,5 millions d'habitants, il y en a 8,3 millions qui n'étaient pas dans les résidences. Puis dans ces personnes-là, il y a eu 500 décès. Bon, un décès, c'est un décès de trop. Mais quand on regarde le ratio, quand on se compare, si on n'avait pas eu la situation catastrophique de nos CHSLD, ça aurait été une victoire sur toute la ligne. Mais il reste que quand même, moi je veux dire un énorme merci aux Québécois. Parce que pourquoi dans la communauté on a eu si peu de décès? Bien parce que les consignes ont été suivies. Ça a été même prouvé. Quand on a, via toutes sortes de façons, fait des recherches, regardé les 10 provinces, les 50 États américains, c'est ici que les gens se sont le plus confinés à la maison. Ça a aidé à protéger les plus vulnérables, puis ça a aidé à sauver des milliers, même des dizaines de milliers de vies, selon des scientifiques. Donc, il faut quand même se réjouir de cette victoire. Oui, on a eu une défaite dans les CHSLD, mais dans le reste de la population, grâce aux efforts des Québécois, on a eu quand même une grande victoire. Bon, projet de loi 61. Je veux revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Vous savez, au Québec, on a beaucoup de rattrapage à faire dans nos infrastructures. On a des routes, on a des projets de transport en commun, on a des écoles, on a des hôpitaux à grandir, à bâtir. Puis on a nos CHSLD qu'on va maintenant appeler des maisons des aînés, où on doit aller plus rapidement. Ça ne va pas assez vite. Puis je veux répéter un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est un problème qu'on avait avant la crise, avant la pandémie. Surtout dans 3 ministères. D'abord, le ministère des Transports. Depuis 1 an et demi, je ne calcule plus le nombre de fois que soit un député, soit le ministre des Transports lui-même est venu me voir et me dire « ça n'a pas de bon sens, ça n'avance pas, là ». Et puis oui, on enlève de la bureaucratie, mais il reste qu'il y a des règles puis il faut changer les lois. Donc, vrai en transport. Dans nos écoles, on le sait, on a un grand projet pour avoir des belles écoles, rénover, bâtir des nouvelles écoles. Depuis 1 an et demi, je ne compte plus le nombre de fois que Jean-François Roberge et des députés qui sont venus me voir pour me dire « les projets d'école, ça n'avance pas assez vite ». L'autre secteur, c'est la santé. En santé, c'est la même chose. Là. Il y a des hôpitaux qu'on attend là, depuis plus de 10 ans. On est encore sur les étapes d'expropriation, d'évaluation environnementale. La conclusion, autant de Daniel Mécan que Marguerite Blais dans les CHSLD, c'était « ça va prendre des changements à nos lois pour aller plus vite ». Puis à l'environnement, Benoît Charette a augmenté le nombre de personnes à l'environnement, mais malgré ça, lui aussi est arrivé à la conclusion que il faut aller chercher un meilleur équilibre. On ne peut pas tolérer que des projets soient retardés pendant des années, là, je pèse bien mes mots, des années en attendant des évaluations environnementales. Tout le monde au Québec est d'accord pour dire qu'il faut respecter l'environnement. Mais est-ce que c'est normal que ça prenne des années avant de compléter des évaluations environnementales? Je pense que non. Bon. Il y a eu aussi toute la question de la corruption. Il n'y a pas personne dans le gouvernement qui veut revenir à donner des cadeaux à des bandits parce qu'ils ont fait de la collusion pour avoir des contrats. Donc, moi, je pense qu'on est capable de faire des infrastructures plus rapidement sans avoir des délais qui durent 4 à 7 ans pour chaque projet. Ça n'a pas de bon sens. Bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'à cause de la pandémie, la session n'a pas été longue. Donc, je ne veux pas aujourd'hui blâmer qui que ce soit, mais je veux juste dire qu'il va falloir se reparler dans les prochains mois avec les partis d'opposition, avec les groupes environnementaux, avec les gens qui ont travaillé sur la commission Charbonneau, avec
toutes les personnes qui sont impliquées dans des projets, mais il faut être capable de faire nos projets dans des délais raisonnables, sans négliger les évaluations environnementales, puis sans tomber dans de la corruption, dans de la collusion. Ça, c'est très clair. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est une longue introduction, mais c'est une introduction que j'ai ruminée toute la fin de semaine, là. Et puis, faut au Québec travailler ensemble. Puis, s'il y a un dossier sur lequel, là, j'arrive sur l'annonce du jour, s'il y a un dossier sur lequel il faut travailler ensemble, c'est la lutte au racisme. C'est important, là, on est capable au Québec de faire disparaître ça. Et donc, très fier d'annoncer aujourd'hui qu'on va créer un groupe d'action contre le racisme qui va être coprésidé par Lionel et Nadine, mais qui va aussi être composé de Sylvie, donc qui va s'occuper des Autochtones, parce qu'il y en a du racisme de ce côté-là. Il va y avoir aussi 4 députés qui sont dans la salle avec nous. Denis Lamotte, Denis, qui a été policier avec les Autochtones, donc connaît bien le dossier. Isabelle, bien là, ça sera à toi d'expliquer pourquoi c'est un dossier qui te tient à cœur, mais bon, tu pourras parler aux journalistes, si tu le veux, de tes enfants. Yann Lafrenière, ben, c'est l'adjoint aussi de la ministre de la Sécurité publique. Il était policier, porte-parole, donc connaît bien les problèmes de racisme. Christopher Ski, qui est un petit peu... là, je vais faire attention parce que... qui est un peu Christopher, c'est ça. Donc, qui est responsable, qui est mon adjoint parlementaire aussi auprès des communautés anglophones. Donc, ces 4 députés, les 3 ministres, mes 2 coprésidents vont donc coprésider le groupe d'action. Le mot important ici, c'est le mot action. Vous le savez, moi, je ne suis pas un grand fan des comités, des groupes, des forums, des tables et tout ce que vous voudrez. Donc, j'ai demandé aux 2 coprésidents, coprésidentes, d'arriver rapidement avec des actions, des recommandations d'action dès l'automne pour qu'on puisse rapidement poser des actions efficaces. Ça va toucher plusieurs secteurs. Évidemment, la sécurité publique, mais pas seulement la sécurité publique. Le problème est beaucoup plus large que ça. Il y aura aussi la justice, le milieu scolaire, le logement, l'emploi. On n'en parlera jamais assez. Donc, ils vont déposer ce groupe des 7, c'était des peintres dans le temps, le groupe des 7, des recommandations concrètes d'ici l'automne, parce que c'est important qu'on agisse, puis je suis convaincu qu'on est capable de travailler ensemble. On a tous été touchés par ce qui s'est passé aux États-Unis, mais en même temps, on ne veut pas importer ce climat d'affrontement qu'on voit aux États-Unis. Je pense qu'il y a un consensus au Québec, un grand consensus, ce n'est pas l'unanimité, consensus sur 2 choses. 1, la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes. 2, il y a du racisme, il y a des personnes racistes au Québec. Et on a un devoir de résultat. Donc, il faut qu'on agisse, de le faire à notre façon, de le faire ensemble, donc d'éviter de se diviser, entre autres, sur un mot. Là. Il y a un problème de racisme et il faut se battre pour ne plus tolérer de racisme au Québec. Donc, on est rendu à l'étape de passer à l'action. Puis, je vais passer la parole à nos 2 coprésidents et à la ministre des Affaires autochtones pour vous parler un petit peu de comment ils voient ça. Mais, avant de passer la parole, I want to say a few words in English. Good afternoon. I'm here to announce the... Je suis ici pour annoncer la création d'un groupe d'action contre le racisme. Le mot-clé ici, c'est action. Les ministres Nadine Giraud et Lionel Carman vont co-présider ce groupe de travail. Le ministre Sylvie Damour sera responsable de la situation des Premières Nations
et ils seront assistés par Isabelle Lecourt, Yann Lafrenière, Christopher Skeet et Denis Lamotte. Leur mandat sera d'identifier les actions que nous pouvons poser contre le racisme dans des secteurs où il y a des problèmes. Nous pensons à la sécurité publique, à la justice, aux écoles, au logement et au milieu de travail. Le groupe présentera ses recommandations à l'automne pour que nous puissions passer à l'action rapidement. Nous avons tous été touchés par ce qui est arrivé aux États-Unis. Nous ne voulons pas importer le climat d'affrontement, mais il y a un consensus sur deux choses au Québec. Premièrement, la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes, mais deuxièmement, il y a du racisme au Québec. Il faut donc agir contre le racisme en travaillant ensemble. Nous ne pouvons pas tolérer le racisme au Québec. Nous ne pouvons plus le tolérer. Nous devons passer à l'action. Merci. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Carman, Madame Damour, Mesdames et Messieurs, mes collègues députés, Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord vous remercier, Monsieur Legault, pour votre confiance. Et à vous tous, je souhaite partager ma grande motivation à m'engager activement dans ce groupe d'action contre le racisme. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis une personne de nature positive, une personne d'action. Je crois, comme le Premier ministre, qu'il faut savoir transformer les enjeux et les drames en opportunités vers le changement pour le meilleur et pour l'avenir. Les derniers événements ont réveillé une colère trop souvent silencieuse. N'ayons pas peur des mots, il s'agit d'une question de droit de la personne, au même titre que l'égalité femmes-hommes. Nous le savons, les minorités sont sous-représentées partout dans notre société. Déjà, de reconnaître le problème, c'est une partie de la solution. Mais il faut aussi accepter de dire que ça dure depuis trop longtemps. Il faut aller plus loin et clairement créer des obligations de résultat. Personnellement, j'ai eu de la chance dans la vie. La société québécoise a été généreuse à mon endroit et c'est pour cette raison que je souhaite maintenant redonner, faire la différence, jouer un rôle actif dans ce comité. Le Premier ministre fait preuve d'une grande volonté politique. J'ai choisi de m'engager avec la CAQ parce qu'il est un homme sincère qui veut vraiment faire une différence. Nous avons ici un rendez-vous avec l'histoire et c'est un legs auquel je suis honorée de participer. Votre gouvernement peut faire la différence pour les jeunes et les générations futures. Avec Lionel, Sylvie, mes autres collègues députés, nous allons proposer des actions concrètes pour obtenir des résultats rapidement pour la société québécoise. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière d'être québécoise. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Lionel Carman. Monsieur le Premier ministre, Madame Giraud, Madame Damour, chers collègues, membres du groupe d'action contre le racisme, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux et fier que le Premier ministre nous ait nommés pour prendre sous notre charge de lutter contre le racisme au Québec. Merci beaucoup. Heureux parce qu'il est temps de passer à l'action. Fier de faire partie de ce groupe parce qu'au 21e siècle, il n'y a plus de place pour le racisme dans notre société. Chacun, chacune, peu importe sa couleur de peau, son héritage culturel, ses orientations, doit pouvoir s'épanouir pleinement dans notre société. La société québécoise est l'une des plus ouvertes que je connaisse. Je le répète, c'est le meilleur endroit que je connaisse pour y élever sa famille. Mais il y a encore du travail à faire pour changer certaines mentalités. Il faut poser des gestes concrets et rapidement. C'est pourquoi nous irons au-devant des communautés, des groupes victimes de discrimination et des experts comme la CDPDJ afin d'entendre leurs préoccupations et ensemble trouver des solutions. Le Québec est riche de sa diversité. Chaque communauté a apporté sa contribution à l'édification du Québec dans lequel nous vivons actuellement. Il est temps de le reconnaître et que chacun y trouve sa place. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai accepté ce mandat. Je vais m'y consacrer pleinement avec mon enthousiasme et je suis convaincu que cet exercice va faire évoluer notre société vers une acceptation de l'autre sans jugement, sans peur, mais uniquement pour ce qu'il est et de ce qu'il apporte avec sa diversité.
Merci encore de cette opportunité. Merci, Lionel. Maintenant, Sylvie Damour. Merci, Monsieur le Premier ministre, chers collègues ministres et chers collègues députés. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui est important pour moi comme citoyenne d'un Québec que l'on souhaite progressif et aussi comme ministre responsable des Affaires autochtones. Non seulement en raison du contexte des dernières semaines. Il y a un petit problème. Merci. Donc, salutations d'usage, merci. Je recommence ce qu'on vous annonce aujourd'hui est important pour moi comme citoyenne d'un Québec que l'on souhaite progressif et aussi comme ministre responsable des Affaires autochtones. Non seulement en raison du contexte des dernières semaines, mais aussi à la suite de la publication de 2 rapports historiques. Le rapport de l'Enquête nationale pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et le rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Dès leur publication, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre les appels à la justice et à l'action de ces rapports, et ce, en collaboration avec les Premières Nations et les Inuits, et ça demeure notre priorité. Les résultats de ces 2 rapports seront très précieux pour le travail à venir. Je suis convaincue que c'est par des gestes comme celui d'aujourd'hui que nous parviendrons à lutter contre le racisme dans nos sociétés. Notre mandat nous amènera à consulter les experts et les organismes du milieu. Je sais que leur expérience et leurs connaissances sont précieuses et ils pourront nous guider dans l'élaboration d'actions concrètes pour un Québec juste et équitaire pour tous. Je vous demande de joindre vos efforts aux nôtres. Je souhaite également souligner la participation du député d'Ongava, M. Denis Lamotte, qui est également mon adjoint parlementaire au sein de ce groupe d'action, ayant travaillé de nombreuses années auprès de la population inuit et crie. Son expérience nous sera très précieuse. Le travail qui nous attend est très important et je suis convaincue qu'ensemble, on y arrivera. Merci. Micro à votre droite et à votre gauche. Vu le nombre important de journalistes, on va se limiter vraiment à une question par journaliste. Première question du Devoir. Oui, bonjour, Guillaume Bourgault-Côté. Vous dites, M. Legault, s'il y a un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble, c'est celui-là. Pourquoi il n'y a aucun membre des partis d'opposition dans ce groupe-là, alors qu'on a vu dans d'autres dossiers comme les violences sexuelles, fin de vie, etc., que le travail conjoint pouvait aussi donner des résultats? Donc, pourquoi il n'y a personne actuellement? Bon. D'abord, les partis d'opposition vont être appelés à faire des propositions. Ce qu'on veut, c'est un groupe d'action qui agisse rapidement. Rappelons-nous que l'Hystério, pour ne pas la nommer, avait déposé un plan d'action pour lutter contre le racisme. À un moment donné, on doit agir rapidement. Donc, si on avait parlé, par exemple, d'une commission parlementaire transpartisane, on en aurait eu pour 6 mois, 1 an, avant de passer à l'action. L'idée d'avoir un groupe gouvernemental, c'est d'être capable d'arriver rapidement avec des actions, des recommandations d'action dès l'automne. Annie Guillemette, Cogeco. Partie de la solution. On a parlé de racisme systémique la semaine dernière, M. Legault. J'aimerais savoir, est-ce que ce groupe d'action doit travailler en considérant qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, ou si, dans le cadre des travaux, on pourrait arriver à cette conclusion-là et donc orienter les recommandations en fonction de ça? Oui, écoutez, je pensais que vous posiez votre question à Nadine, mais il y a plusieurs définitions du mot systémique. Moi, ce que j'ai dit, là, je veux qu'on travaille ensemble autour de 2 consensus. 1, la majorité des Québécois ne sont pas racistes, donc on ne fera pas le procès des Québécois. Mais 2, il y a du racisme au Québec et on ne doit plus le tolérer. Donc, plutôt que de faire des débats autour d'un mot où on sait que 2 groupes au Québec, 2 familles de pensée, concentrons-nous à lutter contre le racisme. On va...
là-dessus. Est-ce que donc le groupe d'action vous allez travailler en fonction de cette idée qu'il n'y a pas de racisme systémique? Vous savez, le mandat du groupe d'action... Excusez-moi. Le mandat du groupe d'action est très clair. C'est d'identifier des secteurs prioritairement où des mesures sont nécessaires pour contrer le racisme. On a indiqué plusieurs secteurs tout à l'heure. Le deuxième, c'est vraiment de prendre en compte les réalités particulières que vivent les personnes qui sont issues des minorités. Et la troisième, c'est d'élaborer puis de dévoiler des actions concrètes qu'on peut mettre en place. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on va rencontrer différents types de personnes, on va rencontrer différents groupes et on va rencontrer plusieurs réseaux communautaires qui vivent ce racisme-là. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est qu'on veut s'attaquer directement à mettre des mesures précises et actionable en anglais en place. On va se limiter à une question, s'il vous plaît, par journaliste. Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour. Monsieur Carman, vous avez un peu rapidement parlé de ce que vous allez faire, la démarche comme telle. Si vous voulez des actions à l'automne, vous avez 3 mois devant vous. C'est comme le délai d'une première vague de pandémie. Quelles seront vos démarches de consultation, de réflexion pour arriver à des actions concrètes? Mais écoutez, dès cette semaine, on va se réunir avec le groupe. On va se donner un mandat. On va se diviser la tâche, parce que c'est pour ça qu'on est 7 aussi. On va lancer des invitations à plusieurs groupes. Comme ça, tout le monde sera entendu. Et ensuite, on va se mettre au travail. Moi, je crois qu'en 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Le mandat est clair. Les solutions sont connues. Là, on a lu des dizaines et des dizaines de rapports sur le racisme au Québec. On sait ce qu'on a besoin d'améliorer. On va travailler là-dessus. On va se mettre à jour. Et on va travailler avec les différents groupes pour avoir des résultats d'ici 3 mois. Hugo Giguère, on va passer à la prochaine question. Il y a beaucoup de journalistes. On va passer à la prochaine question. La presse canadienne. Oui, M. Legault, il y a le gouvernement fédéral qui a reconnu précisément l'existence du racisme systémique. Il y a la Ville de Montréal qui reconnaît précisément l'existence du racisme systémique. Vous avez décrit vous-même la situation tantôt en disant le problème est plus large que la sécurité publique. On parle de la sécurité publique, l'éducation, la justice, le logement. Est-ce que ce n'est pas précisément la définition du racisme systémique? Pas selon moi. Selon vous, peut-être. Et puis c'est pour ça que je dis au Québec, il y a comme un peu 2 familles, 2 groupes. Il y en a qui ont une certaine définition du mot systémique. Il y en a d'autres qui ont une autre définition du mot systémique. Plutôt que de chicaner, moi, je veux qu'on arrête de se diviser, qu'on travaille ensemble à lutter contre le racisme, plutôt que d'essayer de lutter à savoir lequel des 2 groupes a raison. Parce que les deux groupes sont d'accord sur une chose. Il y a du racisme au Québec, puis c'est assez. On ne veut plus tolérer ça, puis on veut travailler à ce qu'il n'y en ait plus de racisme au Québec. Bénédicte Lebel, TVA. Bonjour, M. Legault. Début octobre 2019, vous vous êtes excusé auprès des Autochtones, notamment à la suite de la commission Vient. Ça fait quand même plusieurs mois. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a changé? Quelles actions précises ont été posées depuis? Sylvie. Bien, en fait, depuis le dépôt des 2 rapports, le premier, c'est l'Enfada, et qui a eu 1 an le 3 juin dernier, le 6 juin dernier, et le rapport Vient. Depuis les 2 dépôts des 2 rapports, ce que nous avons fait, c'est 5 rencontres. 2 rencontres politiques qui étaient avec les chefs autochtones pour qu'on puisse travailler ensemble à trouver des avenues pour prioriser les actions, les appels à l'action. Vous comprendrez que l'ENFADA a 21 recommandations spécifiques au Québec, qui sont les appels à la justice. Et les appels à l'action, il y en a 230 quelques recommandations. Et donc, il y en a quelques-unes. D'ailleurs, les excuses du premier ministre ont été faites. La reconnaissance des droits des peuples autochtones, ça a été fait. Des rencontres vont se poursuivre. Il faut imaginer là, que pendant la pandémie, on a mis un frein un peu aux rencontres administratives, mais on est à la 5e rencontre et ça va très, très bien à travailler avec eux pour justement là, prioriser les actions que nous allons prendre comme gouvernement. Naturellement, ça fait partie aussi, le racisme fait partie de ces 2 rapports et donc on va travailler en collaboration, les 7 du groupe là, sur ce dossier-là. On va prendre la prochaine question. Oui, alors... Bonjour et félicitations Madame Nadine et Lionel Carman que j'ai connu très jeune, Franz André.
Monsieur Legault, félicitations pour votre programme de 10 000 formations. Je suis ici pour représenter Mme François Marcelin François, et tous les anges gardiens qui comptent sur vous, Monsieur Legault, pour prendre peut-être dans votre 8000 personnes que vous allez engager, peut-être ces demandeurs d'asile, ces anges gardiens qui travaillent dans les résidences privées, les anges gardiens qui sont des agents de sécurité, qui travaillent dans les stades de dépistage et qui comptent sur vous. Vous avez lancé un projet de 10 000 emplois et malheureusement, ces anges gardiens n'ont plus d'ailes à voler parce qu'ils ont été déçus. Alors j'espère, Monsieur Legault, si vous voulez, venez avec moi. Je côtoie ces gens-là 24 heures par jour, 7 jours par semaine depuis 3 ans. Venez avec moi, venez ressentir la détresse. Venez, monsieur, dans les hôpitaux, les gens qui n'ont même plus envie d'aller travailler parce que justement l'annonce ne les inclut pas. Il y a une forme de discrimination, donc j'aimerais entendre, s'il vous plaît. Et Mme Marcelin, présentement, est dans une chambre, dans son appartement de 4,5 avec ses enfants parce qu'elle n'arrive pas à vivre dans l'ensemble. Elle est avec ses 3 enfants et elle a été laissée pour compte. Alors j'aimerais savoir si vous avez un programme pour justement ces femmes d'anges gardiens dont son mari est présentement enterré en terre québécoise. Oui. Bien, écoutez, comme on l'a dit, avec le gouvernement fédéral, on était content de voir qu'il y avait une ouverture du côté du gouvernement fédéral pour qu'on accepte comme immigrants ces personnes qui sont venues nous aider dans les CHSLD pendant la crise des derniers mois. Donc, ça, c'est un dossier. Les formations, vous le savez, on a eu plus de 80 000 demandes. On s'est donné un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il y avait le diplôme de secondaire 3. Il y a des personnes un peu de toutes les communautés qui font partie de ces 10 000 étudiants qui commencent leur cours. Mais il faut séparer les deux dossiers. Accepter comme immigrants ceux qui ont déjà travaillé, c'est une chose. Choisir 10 000 personnes parmi les 80 000 applications, c'est une autre chose. Prochaine question. Bonjour à tous. Dominique Scali du Journal de Montréal. Une question de type un peu on jase pour M. Legault. Si on prend au Québec une personne autochtone, une personne noire, une personne blanche, qui sont nées dans les mêmes conditions socio-économiques, diriez-vous qu'ils risquent d'avoir les mêmes chances dans la vie de faire face aux mêmes obstacles et les mêmes chances de réussite? Bien, écoutez, ça s'applique à beaucoup de gens. Moi, je pourrais vous dire qu'une personne qui est née à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans un milieu ordinaire comme moi, par rapport à une personne qui est née à Westmount ou à Outremont, il y a toute une différence. Moi, j'ai eu la chance, grâce à l'école, de pouvoir faire mon chemin dans la vie. Mais effectivement, il y a encore du travail à faire pour certaines personnes qui sont nées dans des milieux moins favorisés. Donc, il faut être prudent quand on répond à cette question. C'est les gens qui sont nés dans les mêmes milieux, dans le même niveau de favorisation. Bien, écoutez, ça fera partie des études, là, puis ça fait partie aussi je pense qu'il n'y a pas juste une réponse. Lionel pourrait donner sa réponse, je ne sais pas. Moi, je pense que les gens sous-estiment une chose qu'on a au Québec, c'est l'accès à la santé puis l'accès à l'éducation. Ça, c'est majeur dans le devenir puis dans les déterminants sociaux de la santé de la population. Ça fait une grosse différence pour tout le monde ici. Il faut penser à ça. Je comprends qu'il y a plusieurs systèmes, que les gens pointent du doigt plusieurs systèmes, mais l'accès aux services de santé puis l'accès à l'éducation, même aux services de garde, c'est majeur pour le devenir de la population. Prochaine question. Hi, Jayla Bernstein with CBC. Je ne sais pas s'il y a d'autres anglophones ici. Alors nous allons passer les questions en français d'abord. Prochaine question, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Alors, santé publique, on a appris aujourd'hui qu'on allait permettre les rassemblements de 50 personnes et moins. Est-ce que ça ouvre la porte, par exemple, aux lieux de culte, les bars? Qu'est-ce que vous pensez quel bilan faites-vous aujourd'hui? Vous en avez parlé un petit peu au début là, de la propagation du virus en ce moment. Bon, écoutez, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, est-ce que c'est cohérent d'ouvrir tel groupe de 50 puis pas tel autre groupe de 50? Je pense que l'idée de la santé publique, puis comme je l'ai dit, depuis le début, on suit les recommandations de la santé publique, c'est d'y aller graduellement, sans vouloir créer de faux espoirs. Moi, j'ai l'impression,
hein, c'est une impression personnelle, que la santé publique devrait être capable de déconfiner pas mal tout prochainement. Mais ils veulent y aller graduellement, parce qu'ils veulent voir si le déconfinement qu'on fait, ça a des résultats, entre autres, sur les hospitalisations. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'on dise on en fait une partie, après on regarde les résultats, on en fait une autre partie. Mais moi, je suis le premier à souhaiter qu'on revienne le plus vite possible à une vie normale, puis ça inclut dans les lieux de culte. On va prendre la prochaine question. Bonjour. La presse, je m'adresserai aux deux coprésidents. Est-ce qu'il y a pour vous une action ou des actions qui vous semblent vraiment prioritaires, là, que vous voulez absolument, dès le début de l'automne, changer? Bien, en fait, la raison de mettre sur pied le groupe d'action contre le racisme, c'est justement d'identifier quels sont les secteurs dans lesquels on veut mettre en place des actions prioritaires. Et c'est avec le groupe avec lequel on va travailler et les gens qu'on va rencontrer aussi, qu'on va pouvoir déterminer non pas seulement quels sont ces secteurs, mais comment on doit agir dans ces secteurs-là et quelles actions on va mettre en place avec des obligations de résultats aussi, parce que c'est surtout ça qu'on veut faire. Mettre des actions en place, mais aussi avoir des obligations de résultats vis-à-vis de ces actions-là. Fait que pour l'instant, bien, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple parce que justement, c'est pour ça qu'on crée ce groupe-là. C'est à partir du groupe qu'on va faire justement les différentes analyses, on va faire des consultations privées. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment déterminer ce sur quoi on peut agir de façon prioritaire et ce sur quoi on veut agir de façon prioritaire pour éliminer le racisme, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de racisme. On va passer à une question. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Moi, étant un peu biaisé, homme noir et en grandi au Québec, moi, je pense que la première chose que moi, j'aimerais discuter, ce serait le profilage racial. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir des solutions et des solutions qui ont été proposées. C'est sûr qu'il faut prioriser, comme dit ma collègue, là, les différentes choses, mais personnellement, moi, ce serait un des points importants pour moi. Merci. J'en ajouterai un autre, si vous voulez. Allez-y donc. L'emploi. Ça n'a pas de bon sens, les taux de chômage chez les minorités visibles. Ça n'a juste pas de bon sens, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, ça, il faut agir de ce côté-là. Comment? Là, ça sera au groupe à le faire. Mais moi, je dirais là, que les taux de chômage hyper élevés chez les minorités visibles, chez les Autochtones, il faut s'attaquer à ça. J'en rajouterai. Allez-y. On a du travail. En fait, il y a des gestes qui ont été posés justement en rapport avec les deux rapports qui avaient été déposés, où il y a des gestes qui doivent être posés en collaboration avec les Autochtones, mais il y a des gestes que le gouvernement doit faire. Et je prends la balle au bon pour faire une annonce à tous les fonctionnaires du Québec qu'il va y avoir un webinaire pour sensibiliser les fonctionnaires du 15 au 19 juin. Alors, je leur recommande fortement de suivre ce webinaire-là. Ça va leur donner de l'information sur les mythes et réalités des Premières Nations et des Inuits. Donc, déjà ça, c'est un geste concret qu'on est en train de faire. Et que je dois aussi vous dire que ça commence aussi par les cabinets. Et moi, à l'entrée du gouvernement, ma priorité était de monter un cabinet qui était 50% d'Autochtones et on a réussi. Donc, on montre l'exemple. La première chose qu'on doit penser, c'est est-ce que les gens sont qualifiés et ils le sont. La deuxième, pour moi, la deuxième raison, c'était aussi d'avoir des gens qualifiés, mais autochtones. Donc, c'est fait et on montre l'exemple comme ça. C'est des gens avec lesquels je travaille, c'est que des femmes. J'en suis très, très fière. Donc, c'est des gestes qui sont déjà posés, mais on ne s'arrête pas là, il faut continuer. Nadine. Oui. Je vous laisse la parole, dans le fond. Mais non, ce qui est important aussi pour moi, c'est, je reprends un petit peu ce que c'est lui disait, je regarde mon ministère. Et dans les ministères, là aussi, il faut qu'on donne l'exemple. Et je pense que c'est le premier endroit où on doit donner l'exemple. Moi, j'ai commencé avec les femmes il y a un an et demi quand je suis arrivée. Maintenant, on a une majorité de femmes dans nos délégations comme chef de poste à travers le monde, alors que ce n'était pas du tout le cas quand je suis arrivée. Donc, il faut qu'on fasse vraiment pas à pas. Et c'est en mettant des mesures, en mettant des actions concrètes qu'on est capable d'y arriver. Puis, je pense que les ministères devraient donner l'exemple, en fait.
Donc, on va passer en anglais. Hello again. I just wanted a point of clarification. Je voudrais une précision, puis j'aurais une question. Je vais m'assurer, est-ce qu'il y a des représentants qui sont autochtones sur le groupe de travail? Non, mais il y a la ministre responsable et il y a un officier, un agent de police qui a travaillé avec les Autochtones, mais ce sont tous des membres de l'Assemblée nationale, mais nous n'avons malheureusement aucun membre de l'Assemblée nationale qui soit originaire des Premières Nations. Et ma question maintenant, c'est quel est le message que cela peut envoyer? On entend beaucoup de plaintes à propos du profilage racial, des injustices dans le système judiciaire. Quel message est-ce que ça peut envoyer d'avoir d'anciens policiers sur ce groupe de travail et aucun autochtone? Bien, d'abord, nous allons consulter les groupes autochtones et les autochtones eux-mêmes. Je pense qu'il est important de procéder rapidement, d'avoir rapidement des actions à mettre en œuvre. Nous avons parlé de la possibilité d'une commission d'enquête publique, mais ça aurait pris de 6 à 12 mois avant de recevoir des recommandations. Et personnellement, moi, j'aime qu'on puisse agir. Je voudrais qu'on agisse avant Noël. Hi, good afternoon. Amanda Klein with CTV. Mr. Legault, you said earlier that... Monsieur Legault, vous avez dit qu'il y a des Québécois qui ont différentes conceptions du racisme systémique. Les uns pensent que c'est une chose, d'autres pensent que c'est autre chose. Quelle est votre conception du racisme systémique? Ma définition du racisme systémique, c'est qu'il y ait un système. Il y aurait un système de racisme au Québec. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un système. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que systémique, ça veut dire autre chose. Alors, pourquoi nous disputer pendant des mois autour d'un mot au lieu de nous rassembler pour combattre le racisme? Good afternoon. Bill 21. Le projet de loi 21, il y a eu une protestation, une manifestation devant vos bureaux à Montréal hier, sans entrer dans les détails. Without getting into too many details. Sans entrer dans les détails, vous savez, le projet de loi 21 exclut certaines personnes à cause de leurs convictions religieuses. Ils n'ont pas accès à certains postes d'autorité au Québec. La manifestation hier disait que c'est du racisme systémique parce que ça vise de façon disproportionnée des personnes racialisées. Pourquoi pensez-vous que le projet de loi 21 n'est pas justement un exemple de discrimination institutionnelle? Alors, laïcité en anglais, donc secularism. Pour moi, la laïcité, ça n'est pas du racisme. Et ça finit là. Nous ne devons pas mêler le projet de loi 21 à la lutte contre le racisme. Le projet de loi 21 porte sur la laïcité et c'est bon n'importe où dans le monde, quelle que soit la couleur des gens. Donc, la laïcité, ça n'est pas du racisme. Next question. Yeah, go ahead. Montréal Gazette. Good afternoon. A question for Madame Giraud and Mr. Une question pour Madame Giraud et Monsieur Carman. Êtes-vous d'accord avec la définition qu'a le Premier ministre du racisme systémique? Est-ce que vous pensez qu'il y a du racisme systémique au Québec? Moi, je pense que les Québécois sont une population ouverte, mais oui, il y a du racisme au Québec et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Je ne vais pas commencer à me lancer dans des définitions ou chercher une définition qui ne sont pas acceptables à tout le monde. Bon, parce qu'autrement, nous allons perdre un temps précieux, un temps que nous pourrions mettre à définir ce qu'il faut faire, ce que nous voulons faire, mettre des actions en place et obtenir des résultats. Moi, je veux combattre le racisme. J'ai été moi-même victime de racisme pendant ma carrière. De quel type de racisme, peu m'importe, c'était du racisme.
what she just said. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Hello, Gloria Enriquez with Global News. Mr. Legault, were you Monsieur Legault, avez-vous été surpris par certaines des conclusions du rapport publié aujourd'hui sur le racisme systémique? Pour être bien franc, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je vais le lire, je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais je ne suis pas étonné d'entendre qu'il y a du racisme au Québec. Nous savons que le taux de chômage est très élevé, trop élevé pour les personnes noires au Québec. Et nous savons qu'il y a des problèmes à régler avec les services de police. Nous savons qu'il y a du travail à faire. Donc, d'après ce que j'ai vu dans les médias ce matin, oui, je suis d'accord. Une clarification. Non, cela dit qu'il y a un problème de racisme systémique dans les... Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec la définition de racisme systémique. Et le premier pas, c'est de le reconnaître, dit le rapport. Bien, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a du racisme. Merci tout le monde. Oui, j'inviterai les 4 élus à venir sur scène pour... Donc, une conférence de presse à 2 têtes, enfin à 4 têtes, mais sur 2 volets surtout. Monsieur Legault qui était accompagné de sa ministre des Relations internationales, Nadine Giraud, de Lionel Carman, ministre des Services sociaux, et de Mme Sylvie Damour, ministre des Affaires autochtones au Québec. Et tout ça pour annoncer la création d'un groupe de travail qui va... mettre ses énergies pour tenter de contrer le racisme au Québec. Et M. Legault veut vraiment concrètement avoir des résultats rapidement. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas choisi, entre autres, la commission parlementaire ou un comité formé par les autres partis politiques parce que ça aurait pris trop de temps. Et M. Legault, dit-il, lui-même est un homme de résultats. Il aimerait bien avoir un rapport d'ici Noël avec des solutions concrètes. Il y a toujours la fameuse question du racisme systémique au Québec. Il ne s'entend pas, comme par exemple la mairesse de Montréal, Mme Plante, qui a avoué qu'il y avait un problème de racisme systémique. Ici, à Montréal, M. Legault a une autre définition. Il dit que, oui, il y a du racisme dans le logement, dans l'éducation, un peu partout dans la société québécoise, mais ce n'est pas un racisme systémique parce que, selon lui, le racisme systémique, c'est qu'il y a un système en place au Québec, dans les institutions, dans la fonction publique, qui est raciste. Alors, selon lui, non, ce n'est pas ça qui se passe au Québec, mais il ne nie pas qu'il y a du racisme. Et Mme Giraud qui disait, et je pense que c'est important de le rappeler, Mme Giraud, qui est la ministre des Affaires internationales, qui disait que c'était un rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui, que ça avait, les événements des derniers jours, des dernières semaines aux États-Unis, entre autres, avaient réveillé une colère silencieuse. Et que toute cette question du racisme et de l'égalité des chances en emploi pour les gens racisés, c'était le même combat. C'est un combat de droits de la personne équivalent à celui entre hommes et femmes. Et que si on y mettait d'une autre, on pourrait éventuellement en arriver à des solutions concrètes. M. Legault qui a aussi profité du moment pour faire un bilan de la pandémie en disant qu'il y avait eu une grande victoire et une défaite également, c'est-à-dire une défaite dans les CHSLD parce que le nombre de cas et le nombre de décès, 90% en fait des décès au Québec étaient dans les CHSLD. Et la victoire, c'est dans la population générale, 500 décès dans la population générale sur 8,5 millions de personnes. M. Legault s'en est félicité. Mais cette situation dans les CHSLD jette une tache noire sur le gouvernement du Québec. Et M. Legault en est très conscient. Sébastien, je pense que vous êtes avec nous un peu pour tenter de comprendre un peu ce que M. Legault tente de faire avec ce groupe de travail. C'est sa réponse, finalement, à ce qui s'est passé dans la rue aux États-Unis et chez nous. Parce que, dit-il, il faut combattre les préjugés et il faut mettre de l'avant des solutions, mais rapidement. Oui, et c'est sa réponse à une motion adoptée à l'Assemblée nationale dans la foulée des événements des États-Unis où on demandait au gouvernement de livrer un plan d'action pour lutter contre le racisme et la discrimination. Vous aurez noté que dans ce libellé, il n'y avait pas le mot « systémique », qui n'est pas repris non plus aujourd'hui par M. Legault, malgré la pression qu'il subit pour reconnaître du racisme systémique. Il dit qu'il veut baser son action sur
2 consensus. Premier consensus, selon lui, que la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes, que c'est le fait d'une faible minorité, mais qu'il y a tout de même du racisme au Québec, et du racisme qui peut s'exprimer dans différentes sphères, secteurs d'activité de la société, notamment dans notre système de justice, que ce soit vis-à-vis des communautés culturelles ou des Autochtones. Hein? Donc, ça peut s'exprimer de ce côté-là. Dans le logement, M. Legault parle de l'emploi aussi, vous l'avez dit. Pour lui, c'est une priorité, l'emploi. Ça n'a pas de bon sens, dit-il, que le taux de chômage soit si élevé dans les communautés culturelles, particulièrement quand on était tout près du plein emploi au Québec il y a quelques mois à peine avant la COVID. Et M. Legault laisse entendre qu'il faut trouver des actions, des solutions à ce problème-là. Lionel Carman, lui, soulève la question du profilage racial, notamment dans les corps de police. Mais personne qui était à la table veut reconnaître qu'il y a du racisme systémique au Québec. Ce qu'on a senti, c'est que M. Legault, en tout cas, c'est le message qu'il lance aux Québécois, c'est qu'il n'a pas de temps pour la sémantique. Et peu importe la définition que l'on donne au racisme au Québec, et il reconnaît qu'il y a du racisme, et les 4 ministres qui étaient à table le reconnaissent également, et il y a du progrès énorme à faire. Mais je pense que M. Legault n'a pas de temps à perdre, c'est ce qu'il dit, à tenter de définir ce qu'est le racisme systémique. Mais on se demande aussi pour quelle raison il a tant de difficultés. Mme Plante à Montréal l'a reconnu ce matin. On disait que ce n'était pas dans la bonne direction. Est-ce que parce que M. Legault ne le reconnaît pas, avez-vous l'impression que ça va peut-être ralentir les travaux de ce groupe-là, qu'il y aura toujours un peu de résistance, qu'on va toujours lui reprocher de ne pas reconnaître ce racisme systémique? En fait, l'explication, il l'a donnée, mais pas aujourd'hui. Il l'a donné il y a 1 semaine ou 10 jours, on perd un peu le fil du temps, là, mais il a donné une explication à ce moment-là qu'il n'a pas reprise aujourd'hui. Et cette explication, à la question pourquoi vous n'utilisez pas le mot systémique, aujourd'hui, il a dit « Je ne veux pas diviser les Québécois sur une question de sémantique, il y a des définitions différentes ». Mais il y a une dizaine de jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait dit « Je ne veux pas que ce travail-là qu'on entreprend devienne le procès des Québécois ». Ouais, il l'a dit encore tout à l'heure, oui. Il l'a répété aujourd'hui. OK, ouais. ben, ça m'a échappé. Donc, le procès des Québécois, donc, de dire que les Québécois sont racistes, il y a du racisme érigé en système au Québec, donc les Québécois pourraient se braquer. C'est ça l'explication qu'on me donnait la semaine dernière. Ils pourraient se braquer contre la procédure, l'exercice dans lequel le gouvernement se lance aujourd'hui. Donc, on veut l'adhésion du plus grand nombre possible. Et si on ajoute le mot systémique à la démarche, ça pourrait créer des divisions et donc ralentir, en effet, la procédure. Mais il s'est fait relancer par un journaliste en disant, si vous reconnaissez qu'il y a du racisme en sécurité publique chez les policiers, du racisme dans le logement, du racisme en éducation, bref, du racisme dans toutes les sphères du gouvernement, c'est un peu ça aussi, le racisme systémique. Voilà. Et donc, dans le fond, les faits parlent par eux-mêmes, mais il ne veut pas se lancer dans ce débat-là parce qu'il a peur des répercussions. En fait, c'est politique, sa décision de ne pas utiliser le mot systémique. Il a peur des répercussions que ça pourrait avoir et il met ça sur le dos de faut aller plus rapidement, faut avoir des actions rapides, ce qui n'est pas mauvais non plus, dans le fond. Si son groupe de travail, qui est nommé un groupe d'action, est capable d'arriver avec des recommandations à l'automne et des actions appliquées à partir de l'automne, ça pourrait avoir du bon aussi, évidemment.